Adder's fork and blindworm's sting. Barbados lime is just the thing. Friggin' salt like a sailor's stubble! Flip the switch and let the cauldron bubble. Midnight margaritas! Oh, come on! Nutty for the cookie, nutty for the time. It's just a hot nut. Once you see the hot light, once you put the lime in the cookie, now she drank. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo consacrée à l'histoire de la représentation des sorcières en Occident. La sorcière, c'est non seulement une figure millénaire, mais c'est aussi une figure multiple qui concentre de très nombreux enjeux qui se reflètent dans l'histoire de sa représentation. Et il y a énormément de choses à en dire, énormément de matière sur le sujet, donc j'ai choisi de vous proposer non pas une, non pas deux, mais 3 vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, on commence par un très gros morceau, l'histoire de la représentation de la sorcière occidentale de l'Antiquité à la chasse aux sorcières. La semaine prochaine, la deuxième vidéo, ce sera sur l'après-chasse aux sorcières, du 18e au 20e siècle. Et la troisième vidéo, ça sera sur la réception contemporaine de la sorcière et son grand retour ces dernières années. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de cette série. Now, tell me your name. Medea. Pendant l'Antiquité, la sorcellerie c'est une pratique qui mêle science et religion avec un soupçon de divination et elle est associée aux éléments naturels et à la guérison. Elle est liée à la magie qui est considérée comme la science des secrets du monde et dont la sorcellerie tire ses savoirs. La maîtresse de la sorcellerie dans la mythologie grecque, c'est la déesse de la nouvelle lune, Hécate. Avec Sélénée, la pleine lune, et Artémis, le croissant de lune, Hécate symbolise les 3 cycles de l'astre lunaire, symbole important dans l'histoire de la sorcellerie. Mais les 2 sorcières les plus célèbres de l'Antiquité, ce sont Circé et Médée. Circé apparaît dans l'Odyssée d'Homère, où son principal fait d'armes est d'avoir séduit Ulysse et d'avoir transformé ses compagnons en cochons. Elle vit seule dans un palais sur une île, entourée d'animaux qui sont d'anciens humains qu'elle a transformés. Évidemment, son petit côté mangeuse d'hommes fera des émules chez les peintres du 19e siècle, mais on y reviendra dans la prochaine vidéo. L'autre puissante sorcière de la mythologie, c'est donc Médée, la nièce de Circé. Elle est décrite par Sénèque comme parcourant les forêts en récitant des incantations, ses longs cheveux noirs détachés et sa poitrine dénudée. L'histoire ne dit pas si l'option boobs à l'air était une question de praticité ou si ça permettait une meilleure communion avec la nature peut-être, mais c'est un détail qui avait l'air important aux yeux de Sénèque. Mais c'est aussi une figure meurtrière qui utilise ses sortilèges pour tuer le roi Pélias. Elle coupe aussi son frère en morceaux et elle trahit son père par amour pour Jason, qui finit quand même par la quitter, et pour se venger, elle tue leurs 2 enfants. Comme pour Circé, son haut potentiel tragique va beaucoup plaire aux peintres, mais aussi au théâtre et à l'opéra. Il n'y a pas que des sorcières dans la mythologie antique, elle est aussi peuplée de magiciens et de sorciers. C'est avec l'arrivée de la chrétienté, en fait, que la sorcellerie va progressivement devenir une activité spécifiquement féminine. Oh no, must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. On le sait, de base dans la chrétienté, la femme est plutôt mal partie avec le péché originel commis par Ève qui a jeté la méfiance et le déshonneur sur tout le genre féminin, mais si en plus elle est sorcière, alors là elle devient carrément abominable. À propos de la sorcière Andor, l'Ancien Testament affirme simplement « Tu ne laisseras pas vivre la magicienne ». Les sorcières sont aussi rejetées dans le Nouveau Testament et dans le Coran, qui reconnaissent leur existence mais les voient comme des offenses envers Dieu. Cependant, dans les faits, les pratiques païennes auxquelles la sorcellerie est associée sont encore largement répandues, et beaucoup de lieux rituels païens, notamment les sources, sont associés au féminin et à la fertilité, et jusqu'au XIIIe siècle, l'Église est plutôt tolérante envers ces pratiques, et l'État ferme les yeux en disant que ce sont de simples superstitions. Par ailleurs, jusqu'au XIIIe siècle, les guérisseuses et les rebouteuses sont nombreuses, et elles font office de médecins dans les campagnes. Elles connaissent les vertus des plantes médicinales et elles s'appuient sur d'autres éléments naturels pour soigner, comme par exemple les cycles de la lune. Et il y a aussi également un certain nombre de femmes médecins et chirurgiennes.
Et enfin, les naissances sont assurées par des sages-femmes qui se partagent leur savoir entre elles. Les choses changent à partir du XIIIe siècle. La statuaire des églises témoigne d'une évolution des mentalités et d'une montée de la misogynie depuis quelques décennies déjà. La femme y est de plus en plus associée au mal, en devenant une compagne du péché ou de la mort et une personnification de la luxure. C'est aussi le moment de la création de l'Inquisition en 1231. Son rôle, c'est de lutter contre les hérésies, les juifs, les musulmans, les cathares et bientôt les sorcières. Et même si, contrairement à l'idée reçue, l'Inquisition n'aura qu'un rôle limité dans la chasse aux sorcières à venir, c'est avec sa création que la sorcellerie devient une hérésie aux yeux de l'Église. L'Inquisition a été particulièrement active en Espagne, au Portugal et en Italie, qui sont les pays d'Europe où il y a eu le moins de sorcières condamnées. Ceci dit, c'est quand même sous l'impulsion de l'Inquisition que se déroulera le plus gros procès pour sorcellerie, celui de Logroño dans le Pays Basque en 1609, qui a impliqué plus de 5000 suspects. Et dès le siècle suivant, au XIVe siècle, on commence à rapprocher la sorcellerie du diable. Encore quelques décennies et les premières représentations de sorcières font leur apparition. Dans ces premières images, la sorcière est directement associée au balai, instrument domestique vu comme typiquement féminin, mais aussi potentiellement symbole phallique. Ces enluminures sont tirées du Champion des Dames, un ouvrage qui, assez ironiquement, cherchait à défendre les femmes contre la misogynie ambiante et qui a fourni les premières images connues de sorcières. C'est au XVe siècle que les théologiens et les démonologues précisent le portrait de la sorcière diabolique. Les traités sur le sujet commencent à se multiplier, et le plus célèbre et le plus violemment misogyne d'entre eux, c'est le Malleus Maleficarum, aussi appelé le marteau des sorcières. Sorti en 1487, il est l'œuvre de deux inquisiteurs dominicains, l'Alsacien Heinrich Kramer et le Suisse Jacob Sprenger. C'est un vrai succès de librairie à l'époque, qui bénéficie de l'imprimerie tout juste inventée. Il est réédité 15 fois en 30 ans, et on estime sa circulation à 30 000 exemplaires, avec même des éditions de poche. C'est du Malleus Maleficarum que viennent un grand nombre des stéréotypes attachés à la sorcière, en faisant d'elle une servante du diable qui conspire contre la chrétienté. Et c'est lui qui inaugure véritablement la chasse aux sorcières. En plus de décrire les sorcières, leurs rites et le danger qu'elles représentent pour la société, le Malleus, c'est aussi un manuel d'instruction destiné aux juges. Il explique comment procéder aux arrestations, les questions à poser à la sorcière, à quel moment passer à la torture, etc. C'est ce traité qui resserre définitivement la pratique de la sorcellerie sur la femme, et les auteurs vont jusqu'à inventer une fausse étymologie au mot femina en disant qu'il vient de féminus, foi moindre, et donc que les femmes croient moins en Dieu, en plus d'être des créatures de nature faible, crédules, lubriques, et qui pêchent par la luxure. Parmi les nombreuses habitudes diaboliques des sorcières, le Malleus Maleficarum décrit notamment une pratique, plutôt surprenante, le baiser du diable. C'est l'obligation pour les sorcières d'acter leur alliance avec le diable en lui embrassant le derrière. Ça va devenir un motif à la mode au XVIe et au XVIIe siècle, surtout dans les gravures, avant de disparaître au XVIIIe, et c'est pas plus mal. Le baiser peut être donné directement au diable, ou à son symbole, le bouc, qui est l'opposé de l'agneau doux et blanc de Dieu. Le Malleus décrit notamment comment les sorcières se rassemblent la nuit pour adorer le diable, avoir des relations sexuelles avec lui et tuer des nouveau-nés non baptisés dans des messes noires qu'ils nomment sabbat. Pour certains historiens, ce nom correspond au Shabbat juif, dans l'idée que toutes les hérésies se valent aux yeux de l'Église. Bruegel l'Ancien en donne l'une des premières représentations en utilisant comme prétexte un passage de la Bible, Saint Jacques chez le sorcier. On retrouve le balai, mais aussi plusieurs autres éléments qui vont rester dans l'iconographie de la sorcière, le chaudron, le rituel satanique, le chat ou encore le crapaud. Il y a aussi un motif qui va beaucoup être repris au XVIIe siècle avant de passer de mode, l'envol de la sorcière pour le sabbat en passant par la cheminée. Et on sait que cette estampe a été beaucoup reproduite et a beaucoup circulé en Europe et a vraiment contribué à codifier l'image de la sorcière. Dans les représentations qui ont suivi, le sabbat prend souvent des allures de grosses bamboches, comme dans cette gravure qui montre un sabbat à Trèves, en Allemagne, où l'auteur a détaillé les différentes activités qu'on pouvait y trouver. Les sabbats deviennent ensuite un sujet à la mode dans les Pays-Bas du XVIIe siècle, qui connaissent une petite vague fantastique en art.
Franz Francken le Jeune fait alors partie de ces peintres flamands qui se passionnent pour des sujets fantastiques et il peint de très nombreuses variations de sabbats d'intérieur. Dans son Abomination des sorcières, il rappelle la nature hérétique de la sorcellerie par la présence de plusieurs étoiles de David. Les sabbats de Francken sont aussi peuplés de sorcières rousses, couleur du diable, de Judas qui a trahi Jésus et de Marie-Madeleine, la prostituée repentie de la Bible. Mais il y a aussi d'autres peintres flamands du XVIIe siècle qui se passionnent pour les sabbats, comme Teniers le Jeune, qui est un concurrent de Francken, et qui lui aussi a un petit faible pour les sabbats d'intérieur, avec toujours cet envolé par la cheminée et des accents fantastiques. Cette première heure de gloire du genre fantastique qui donne des peintures délirantes et chimériques semble avoir plu à un public amateur de frissons. Et puis ce genre de peinture, ça colle quand même très bien au cabinet de curiosité. Et au même moment, dans les différentes cours d'Europe, les aristocrates se pressent pour assister à des ballets qui reproduisent des sabbats. Et pourtant, dans le même temps, on croit toujours au plan diabolique des sorcières et on continue à les traquer et à les tuer. Il y a un vrai paradoxe autour de la figure de la sorcière dans cette coexistence parallèle de représentations purement fantasmées et de la réalité de la chasse dont elles font l'objet. Si la répression de la sorcellerie a commencé dès le XVe siècle, surtout en Savoie et autour du lac Léman, elle devient vraiment violente et elle se répand dans toute l'Europe à partir du début du XVIe siècle et jusqu'au milieu du XVIIe siècle. La très grande majorité des condamnations pour sorcellerie n'a donc pas eu lieu durant le Moyen-Âge comme on le croit souvent, mais pendant la Renaissance, donc entre 1500 et 1650, en même temps que l'éveil de la philosophie et que la naissance de la pensée humaniste qui valorise la raison et les capacités intellectuelles humaines. La chasse aux sorcières a touché toute l'Europe, de la Suède à l'actuelle Albanie et du Portugal à la Russie, mais elle a été particulièrement violente en France, en Suisse et dans le Saint-Empire romain germanique, qui correspond à une grosse version de l'Allemagne, qui comprend notamment la Belgique. Les historiens estiment qu'il y a eu entre 75 000 et 100 000 procès pour sorcellerie et entre 50 000 et 65 000 condamnations à mort. 80% des condamnés sont des femmes, qui peuvent être des guérisseuses, des sages-femmes, des érudites ou des femmes isolées, mais posséder un chat noir ou vivre dans un village où une vache meurt de façon inexpliquée peut suffire à être accusé de sorcellerie. Des tribunaux civils sont chargés de déterminer la culpabilité des accusés grâce à des interrogatoires, à la recherche de marques laissées par le diable sur leur corps et à la torture. Si elle est reconnue coupable, il y a de grandes chances que la prétendue sorcière soit condamnée à mort, soit sur un bûcher parce que c'est spectaculaire, soit par pendaison parce que ça coûte moins cher. On a particulièrement peur de la femme ménopausée, que l'on pense maléfique parce que les humeurs toxiques contenues dans leur corps ne sont plus évacuées par les règles, mais pire encore que la femme ménopausée, on est terrifié par la veuve. La veuve représente le combo ultime. Elle a la faiblesse naturelle de la femme, l'expertise sexuelle de la vieille femme et la dangereuse indépendance de la femme sans père ni mari. Les veuves représentent entre 17 et 37% des accusés de sorcellerie selon les régions, alors qu'elles ne correspondent qu'à 10% de la population de l'époque. Dès le XVIe siècle, les sorcières sont donc largement représentées comme des vieilles femmes. On retrouve ensuite ce code de représentation à toutes les époques jusqu'à aujourd'hui. Les discours sur la sexualité débridée de la sorcière vont alors bon train, la lubricité de la femme en général et de la femme âgée en particulier tourne carrément à l'obsession chez les théologiens qui considèrent que la sexualité n'a qu'un seul but, la procréation. Une fois inféconde, la sexualité de la femme est donc vide de sens et purement lascive. Et cette imagerie de la sexualité de la femme âgée comme étant illégitime ou non naturelle, elle est toujours présente de nos jours et elle est toujours taboue. L'épanouissement sexuel des femmes de plus de 45 ans, il est toujours nié dans notre société d'aujourd'hui. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'agisme, c'est-à-dire les discriminations fondées sur l'âge qui sont particulièrement dirigée vers les femmes. L'un des signes les plus marquants que la vieille femme est à la fois lubrique et socialement inutile dans les représentations, c'est la poitrine tombante. Elle témoigne qu'elle a allaité par le passé, mais qu'elle est maintenant dépourvue du seul rôle qui lui était donné dans la société patriarcale, celui d'enfanter.
Cependant, la sorcière a beau être une figure négative représentée sous les traits d'une vieille femme, elle est quand même souvent dénudée, voire carrément nue dans les tableaux et les gravures. Représenter la vieille sorcière nue dans toute la laideur qu'on attribue à son corps, c'est aussi une façon d'appuyer sur l'abomination que représente sa sexualité aux yeux de la société. Mais on a aussi assez rapidement quelques belles sorcières qui apparaissent sous les traits de jeunes femmes séductrices, comme on en retrouvera ensuite au 19e et au 20e siècle. Et alors là, pour les jeunes sorcières, on est à 100% dans le male gaze. Le male gaze, c'est la perspective masculine du peintre homme sur un corps de femme dans des œuvres destinées à un public masculin. Dans le panneau du Charme d'amour, l'une des premières représentations de sorcière, la belle sorcière est complètement nue. Elle est en train de réaliser un rituel magique pour séduire un jeune homme qui se pointe déjà à la porte. Dans cet autre tableau Dansbaldung, l'une de ces deux jeunes sorcières pas très pudiques tient un tout petit dragon dans un bocal. Pour certains historiens de l'art, le dragon est un symbole alchimique du mercure qui est alors utilisé pour soigner la syphilis et serait une allusion à la sexualité incontrôlable des sorcières. Idem dans La méchante femme de Van Meckenem, où la jeune sorcière dont les cheveux longs symbolisent la lascivité s'en prend à un homme dont la braguette est déjà tombée au sol. Dans les faits, la majorité des condamnés restent toujours des femmes de plus de 50 ans, mais plus on avance dans le temps, plus la proportion de jeunes femmes condamnées augmente, et on condamne aussi des adolescentes, voire parfois même des enfants. Quasiment dès les débuts de la représentation de la sorcière, il y a donc une cohabitation de la vieille femme hideuse et de la belle jeune femme. Ce double visage de la sorcière a traversé les siècles et on la retrouve dans toute l'histoire de l'art et aujourd'hui dans la pop culture. Dans le cinéma des 20e et 21e siècles, on retrouve régulièrement cette dualité fondamentale de la sorcière qui peut changer de visage comme elle le veut, passant d'une belle femme rassemblant tous les codes patriarcaux de la séduction à une vieille femme échevelée au nez crochu. Dans la pop culture, la sorcière est ainsi un stéréotype de beauté féminine et un contre-modèle en même temps. Elle permet de développer l'image de la femme trompeuse dont il faut se méfier et dont la maîtrise de l'illusion est source de danger. La création de la figure fictionnelle de la sorcière par les traités de démonologie a donc eu des effets très réels et a entraîné une répression genrée, extrêmement violente et particulièrement meurtrière. Elle prend d'abord fin avec une bulle pontificale de 1657 qui interdit les poursuites contre les sorcières, puis avec des lois civiles plus tardives, 1682 en France, 1736 en Angleterre, 1779 en Suède. En Europe, on considère que le gros de la chasse aux sorcières se termine dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, mais ces échos se font encore violemment ressentir aux États-Unis jusqu'à la fin du siècle, avec notamment le fameux procès de Salem. J'espère que cette première vidéo sur l'histoire de la représentation des sorcières vous a plu. Je vous avais prévenu que ça allait être un gros morceau. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième vidéo de cette série sur les sorcières. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la rater. À la semaine prochaine.